Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, j'aimerais vous parler de la formation au métier d'aide-soignant que propose notamment la région Grand Est. La formation à l'IFAS, dont Mickaël nous a parlé dans l'épisode précédent, est une véritable aubaine pour celles et ceux qui souhaitent se reconvertir rapidement et efficacement dans le domaine médical. Cette formation est ouverte à tous sur critères de motivation, sans condition d'âge ou de diplôme, que vous ayez déjà travaillé ou non dans le domaine médical. En moins d'1 an, cette formation vous permet de valider le diplôme d'État d'aide-soignant, DEAS, en alternant des périodes de formation théorique et des périodes de stage de formation pratique en milieu professionnel. Les 4 périodes de stage dans différentes unités vous permettent de découvrir la richesse et la variété du métier d'aide-soignant. L'aide-soignant collabore étroitement avec l'infirmier et est avant tout au service de l'humain. Après 3 ans d'exercice, l'aide-soignant peut évoluer en se formant pour devenir infirmier à son tour. Vous avez le goût du contact, le sens du relationnel et de l'écoute, et surtout, vous souhaitez vous engager au service des autres? Devenez aide-soignant, un métier d'avenir qui a du sens. La région Grand Est peut prendre en charge votre formation suivant votre situation. Si vous êtes salarié, votre employeur peut vous accompagner financièrement. Si vous êtes demandeur d'emploi, la région Grand Est peut vous verser une bourse régionale sous certaines conditions. Pour la rentrée de septembre 2023, envoyez dès maintenant votre candidature et ce jusqu'à fin avril sur www.grandest.fr/actualité avec un S/devenez avec un Z-aide-soignant. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alexandre. Après avoir travaillé en tant que prof d'anglais dans un collège pendant 6 ans, Alexandre a ouvert 2 friperies à Paris, Tucked et Untucked. Doué en anglais, Alexandre se dirige vers le métier de prof d'anglais. Venant d'un milieu peu favorisé, il recherche la stabilité et l'ascension sociale que le métier de professeur représente. Il donne cours aux élèves de 3e. Mais Alexandre se rend rapidement compte que ce métier, finalement mal payé pour l'investissement demandé, ne lui apporte pas la sécurité financière qu'il recherchait. Après 6 ans, c'est finalement au moment du Covid et cette pause forcée qu'il a le déclic pour se reconvertir. C'est également la rencontre avec son conjoint Geoffrey, fashion designer, qui lui donne le courage de se diriger vers sa passion depuis toujours, la seconde main. Passionné de vintage et de mode, Alexandre aime chercher des trésors depuis tout petit, d'abord par nécessité financière, puis par passion. Aujourd'hui, Alexandre a ouvert 2 friperies, Untucked et Tucked à Paris, au 94 boulevard Poniatowski et 80 rue Claude Descahan dans le 12e arrondissement, avec une sélection à 5 et 18 euros et également des pièces de luxe entre 45 euros et 120 euros, et des créations upcycling créées par son fiancé Geoffrey. Alors avec Alexandre, on a évoqué sa carrière de prof d'anglais, son passage par la case stand-up, sa passion pour la seconde main, comment il a réussi à ouvrir 2 friperies après avoir fait des showrooms, son investissement pour la cause LGBTQIA+, comment il a travaillé avec son fiancé et sa volonté de proposer du luxe à prix très accessible. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre. Bonjour Alexandre, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, en ce moment, je suis fripier. Donc, je tiens 2 friperies avec mon amoureux et je suis situé dans le 12e arrondissement à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de tes 2 friperies ? Oui, Untucked et Tucked. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier qui était beaucoup plus conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier métier et par où tu as commencé ? Alors, j'ai eu mon bac et après mon bac, comme j'étais très passionné d'anglais, du coup, je me suis et même du métier de prof en général, j'aimais bien l'idée de transmettre ce que je connaissais.
J'ai entamé des études pour devenir prof, donc j'ai fait une licence d'anglais classique. Ensuite, j'ai fait un master d'anglais. Donc je suis parti vivre en Angleterre pendant 1 an, pendant ces études-là. Et quand je suis revenu, j'ai passé mon CAPES. J'ai eu mon CAPES et je suis devenu prof pendant 6 ans. Donc c'était vraiment une vocation pour toi? Alors, c'est toujours une question, c'est difficile d'y répondre à cette question. Alors, j'ai eu l'impression d'avoir le choix sans vraiment avoir le choix. Il faut savoir que mes parents ont vraiment pas du tout de patrimoine, pas du tout d'argent, rien du tout. Je viens des HLM dans les quartiers du sud. J'ai 4 frères et 3 sœurs. Je viens d'un milieu très populaire. Donc déjà, je sais que dans ma tête, j'ai été formé pour faire des études qui ne coûtaient pas d'argent. L'anglais, c'était parfait, c'était la matière où j'étais le meilleur à l'école et je trouvais ça très facile par rapport aux autres matières. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé transmettre ce que je connaissais et je me suis dit, en fait, j'ai fait 1 plus 1 égale 2 et je me suis dit, let's go, on y va, c'est la facilité pour toi. Ensuite, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça collait plus. Mais ouais, je pense que c'était pas vraiment une vocation. Quand je vois ce que je fais maintenant, si on parle de vocation, ouais, c'était pas une vocation. Mais c'est marrant parce que on a eu déjà plusieurs invités qui étaient profs aussi, et à chaque fois, enfin très souvent, ils venaient aussi d'un milieu plutôt populaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le côté, le symbole du professeur, tu vois, c'est un peu le métier qu'on connaît, tu vois, socialement reconnu, et c'est vraiment une forme de réussite que ces enfants deviennent profs quand on vient d'un milieu plutôt défavorisé. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, là, pour moi, ça représentait la stabilité. Je pouvais avoir des vacances. J'adore voyager. Donc pour moi, ça représentait la stabilité. Je prenais pas vraiment en compte le salaire. Je prenais pas vraiment en compte le nombre d'années d'études. Et quand j'étais plus jeune, du coup, je me suis dit, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir gagner ma vie correctement. Je travaillerai 5 jours par semaine. Ça va être très bien. Et puis au final, non, je préfère travailler 7 jours par semaine. Tu dis ça parce que t'étais pas très, enfin, t'avais la sensation que t'étais pas très bien payé. Ouais, non, on n'est pas bien payé en tant que prof en France. Bah déjà après 5 ans d'études, commencer avec 1250, il me semble, un truc comme ça. Hein. J'avais 1250 € après 5 ans d'études. Je me suis dit merde, je suis un peu en train de me faire. Tu vois, je trouvais que c'était pas juste en fait parce que c'est vrai que tu as tes heures de travail en présentiel et toutes les heures de travail en amont ou après, c'est enfin c'est pas compté et parfois il y a des profs qui travaillent 40, 50 heures la semaine. C'était plus mon cas au bout d'un moment. Hein. Mm. Moi, je suis très honnête. Ouais. Au début, je travaillais comme un dingue en tant que prof. Après, j'étais en mode, ok, on va improviser les gars aujourd'hui parce que j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis dit, en fait, plus je travaillais chez moi, plus je trouvais que c'était pas juste. Et ça a fait partie d'une des raisons pour lesquelles je me suis barré, quoi. Mm. Et t'avais quelle classe? Moi, j'ai toujours, la plupart du temps, j'ai eu que les grands au collège, du coup, les troisièmes. Parce que Ouais. je suis très direct comme personne, du coup, j'ai du mal avec les petits. Donc, ils étaient assez choqués de m'entendre parler en général. Et du coup, j'avais besoin d'élèves qui pouvaient accepter les grossièretés, et puis je Ouais. suis complètement gay, donc j'avais besoin aussi d'une petite ouverture d'esprit parce que toutes mes séquences tournaient autour du militantisme. J'avais besoin d'avoir un minimum de cerveau formé. Alors voilà, donc j'avais que les grands quoi. Et j'ai Ouais. commencé au lycée. Et alors, ouais, tu t'es senti un peu frustrée parce que tu t'es rendu compte que finalement, il fallait que tu travailles un peu moins pour ton perso, mais en même temps, tu devais te sentir un peu mal vis-à-vis des élèves, j'imagine, quand tes niveaux de classe, ils baissent un peu. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Pas mal. En vrai, c'est un taf. C'est le problème des profs, c'est que tu vois, dans cette ambiance de prof, tout le monde il y a un guilt trip. Tout le monde veut te faire sentir coupable d'être le meilleur prof ou d'être le meilleur ci, le meilleur ça.
Alors moi, je peux te dire que j'en avais absolument rien à faire. Déjà, mes élèves apprenaient vraiment dans ma classe. On faisait des choses différentes et ça se passait très très bien avec les élèves. En vrai, dans ma classe, il n'y avait pas de bullshit. C'était, il est 8 heures du matin, j'ai la tête ailleurs. Là, il faut vraiment que personne ne parle. J'ai préparé le cours à minuit hier. Je leur disais tout texto ce qui se passait en fait dans mon cerveau. On est des humains. Et je me sentais pas mal. Je leur disais, bah, écoutez, aujourd'hui on improvise, aujourd'hui on travaille sur ce truc-là. Mais je me sentais pas vraiment mal en fait, parce que j'avais l'impression qu'ils apprenaient plus avec ce que j'avais que avec d'autres profs. C'est pas très bien de dire ça, mais Donc, tu as fait ça pendant 6 ans et comment tu as eu le déclic? comment est-ce que j'ai eu le déclic de changer ou de Bah ouais, d'avoir envie de faire autre chose, comment ça t'est venu? Comment tu t'es dit: «Bah, je vais pas faire ça toute ma vie»? Ben, en vrai, comme tout le monde, en vrai, le confinement, tu prends du recul sur ta situation, tu trouves que c'est chiant, ta vie, elle est boring, t'as envie de faire autre chose, en fait. Et moi, je m'étais lancé dans le stand-up et ça marchait très bien. En fait, avant ça, déjà, je faisais des vidéos sur Insta euh, et ça me rapportait pas mal de monde. Enfin, il y avait pas mal de monde qui me suivait. Et à partir de ça, je me suis dit, il y a une vie autre part. Et le déclic, je l'ai eu comment? Putain, c'est une bonne question en vrai. En général, il y a toujours un événement où tu te dis: «Là, c'est bon, c'est la goutte de trop, j'arrête». En gros, je me suis mis en arrêt maladie parce que j'en pouvais plus. Et c'était le début de l'été, donc j'avais déjà les vacances qui arrivaient. Et là, je me suis dit, il faut à tout prix que tu formes ton projet professionnel et que tout soit bouclé. Avant ça, j'avais fait des showrooms chez moi de friperie, en gros. Et les showrooms avaient vraiment décollé. C'était assez impressionnant, en fait, pour mon petit appart de 30 mètres carrés à Vitry. Je pensais pas que ça pouvait autant décoller. Et à partir de ce moment-là, j'ai coffré. Et quand j'avais assez d'argent, le déclic, c'est d'aller voir sur mon compte que j'avais assez d'argent pour ouvrir ma friperie. Ouais. Et comment tu t'étais lancée déjà sur Instagram? Parce que j'imagine qu'en tant que prof, c'était déjà une petite étape de dire, je vais créer mon compte et me mettre en scène. On sait jamais si les parents me voient, les élèves. Comment ça s'est fait? Alors, c'est vrai que je suis une personne très unapologetic. Je m'excuse pas de qui je suis, tu vois. Donc, comment ça s'est fait? Bah, en gros, j'ai fait mes vidéos. Elles ont été repartagées par des personnalités assez connues. Donc, du coup, les élèves l'ont vu direct. Ils m'ont posé des questions. Donc, je leur ai dit, vous avez un quart d'heure, vous me posez toutes les questions. Monsieur, est-ce que vous avez un copain? Est-ce que vous avez ci? Je leur ai tout répondu. Je leur ai dit tout cash, tout ce qui se passait. Je leur ai dit, j'entends une réflexion ou un truc qui me dérange. Vous allez forcément prendre cher. Donc, forcément, ça a été un mélange on admirait un peu son prof parce qu'il faisait un truc différent et la terreur. Mais du coup, c'est très bien passé. J'ai jamais eu aucun problème avec mes élèves. D'ailleurs, j'ai une élève qui va faire un stage dans ma friperie là. Ah, c'est génial! Et c'était quoi comme type de sketch que tu faisais? Bah, sur mon coming out, sur mes parents, ma famille. C'est vrai que j'ai une famille assez, comment dire, c'est jamais drôle quand on parle d'humour, donc je vais te donner le thème, tu vois. Quand on te dit ce qu'on faisait, tu vois, Oui, c'est vrai. très très drôle, tu vois. Mais bon, en gros, je faisais sur mon coming out, sur mes expériences en tant que gay, en tant que personne de la communauté LGBTQIA+, mes expériences avec mes dates, mon caractère aussi parce que c'est vrai que j'ai un caractère bien trempé. J'avais fait un sketch aussi qui avait très bien marché sur les profs en général, Ouais. et ça avait bien marché. Et donc, d'abord, tu t'es lancée dans le stand-up. Et comment tu t'es dit finalement, j'ai plutôt envie de faire des friperies? Alors, la friperie, ça a toujours fait partie de ma vie en fait. Donc du coup, ça a pas vraiment été un choix, c'est venu très naturellement. En gros, depuis que j'ai 6 ans, comme mes parents n'ont pas de d'argent, ils m'ont donné ce goût à la friperie et c'est devenu une passion, voire une obsession depuis tout petit. Depuis mes 6 ans, je chinais, c'était quelque chose que j'adorais, mais pour moi, c'était juste impensable. On n'était pas encore dans l'ère des friperies, dans tout ce qui... Tu vois, pour moi, c'était impensable
que je vende les trésors que je trouvais, tu vois. Ouais. Je me disais pas, ok, il y a quelqu'un qui peut être intéressé. C'était pas dans le coin de ma tête. Quand j'ai commencé à penser à la reconversion et que j'ai vu que le stand-up, le milieu du stand-up me convenait pas, je me suis dit, il y a autre chose à faire. Et en vrai, la réponse, elle est là depuis toujours. C'est juste que, ben, t'as jamais vraiment creusé, quoi. Et quand j'ai commencé à creuser, ben là, ça a été évident et très simple. Du coup, j'ai fait mes showrooms et après, bon, ça a été un peu plus dur pour ouvrir les magasins, mais j'y suis arrivé. Et le stand-up, tu dis que ça te plaisait pas parce que c'était quel type d'ambiance? En gros, c'est pas que ça me plaisait pas. Il y a deux ambiances. Bon, déjà, en fait, c'est que moi, je trouve que tout travail mérite salaire. Tu taffes, t'as besoin de flouze. Le stand-up, c'est peu gratifiant parce que t'as 50 € ta soirée alors que t'as passé des heures à répéter ton sketch. Moi, j'avais mon propre plateau de stand-up, donc j'ai invité plusieurs personnalités et moi, je jouais à chaque fois, chaque semaine. Et je jouais dans quelques plateaux aussi dans la semaine. Et c'est chronophage parce que tu répètes toujours les mêmes sketchs. Et encore, moi, j'étais vu comme celui qui changeait tout le temps de sketch et ça me déplaisait à chaque fois parce que c'était pas assez. J'avais envie encore de renouveau. C'est pas du tout la culture du stand-up comme à New York où tout le monde fait des trucs différents, où tu joues énormément avec le public, tu vois. Et du coup, ben, et aussi, ben, du coup, comme j'étais très militant, c'est j'entendais des conneries H24 et c'était très dur parce Ouais. que ah bah Des oui, blagues vu ma limites, tu veux grande dire? bouche, du coup, c'était compliqué Ouais. de retenir à chaque fois quand j'entendais des conneries quoi. Ouais. Et ouais. Tu voulais monter sur scène et dire Pas non, mais drôle, ça, en fait. c'est pas Je drôle. vois pas pourquoi est-ce que tu dis ça en fait. C'est vraiment pas drôle. Et moi, je suis pas très très bon public. En vrai, je suis bon public qu'avec. Alors, ça, c'est peut-être ma condition de d'homme gay ou je sais pas, mais il y a que les femmes sur scène qui me font rire. Et il y a pratiquement que des hommes sur scène. Ou en tout cas, c'est que les hommes qui sont bookés. Du coup, c'était un peu compliqué. Même les relations, je leur disais toujours, bah ça c'est problématique, ça c'est problématique. Tu peux être drôle sans être problématique. Surtout que dans mon entourage, je suis connu pour être vraiment sans tabou et vraiment tout dire. Il y a juste qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Voilà, c'est tout. Et c'était un trop plein quoi. C'était toutes les semaines et j'en pouvais plus avec le boulot et tout. À un moment donné, je me suis dit et j'ai bien terminé. J'avais fait des dates au point virgule. Donc j'avais fait 7 dates au point virgule. Et après ça, je me suis dit est-ce que ça m'anime ou pas? Et en gros, c'était tu sais de la réflexion personnelle et je me suis dit bah ça ne m'anime pas du tout. Et je préférais écrire de mon côté, tu vois. T'étais un peu arrivé là en, c'était soit, un petit peu déjà, c'était une petite consécration pour toi et tu t'es dit, en fait, Bah, j'ai pas c'était envie un d'aller plus go en loin, fait quoi. et je pensais que ça allait créer plus de sensations et ça a pas créé plus de sensations. Voilà. Et alors, tu dis que pour les friperies, t'as commencé chez toi. Est-ce que ça a été en même temps que t'as rencontré ton conjoint? Comment ça s'est fait un peu tout ça? Bah, de ouf parce que Geoffrey est couturier. Donc déjà il a un peu le même amour du vêtement que moi. Sauf que lui du coup peut tout faire avec le vêtement. Et aussi, il sait tout créer. Donc du coup, il sait tout construire, tout créer. Il est très doué de ses mains. Et en fait, le déclencheur, ça a été de me dire, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à réaliser tout ce que je veux réaliser. Parce que moi, je suis certes, enfin, j'ai l'impression d'être un bon fripier, mais j'ai pas toutes ces capacités de construction, donc je me suis dit en fait c'est tellement un asset pour toi, mais vas-y fonce et ouais ça du coup ça a bien marché parce que c'est lui qui a construit les deux magasins. Donc Et lui aussi, il avait la même envie que non. toi? Donc lui il était couturier, il avait pas mal de contrats et il était aussi styliste en freelance chez Vuitton. Et je voyais que lui travailler là-bas, ça le saoulait petit à petit. Et quand il l'a vu, en fait, l'ampleur que ça prenait le magasin, j'avais même créé un festival qui avait ramené 2000 personnes sur la friperie. Et à partir de ce moment-là, comme il m'a aidé, il m'a dit,
C'était genre vraiment pillow talk, hein. On était surveillés. C'était vraiment un truc que j'avais envie d'entendre en plus. Il m'a regardé, il m'a dit, je crois que je vais démissionner et on va ouvrir une friperie ensemble. Tu l'as Je l'ai manifesté. manifesté, ça a marché. Du coup, maintenant, on travaille tous les jours ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il a posé sa démission. Il continue toujours les contrats de couture parce qu'il a son atelier au magasin. Donc là, il a eu des contrats très 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 sympas. Après, quand je parle de Geoffrey, c'est vrai que ça fait un petit peu mère italienne très fière de son fils, mais en vrai, je suis très fan du travail de mon fiancé, donc c'est pour ça que je coupe court parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. On arrête. Trop mignon. Et toi, comment t'as eu le déclic pour démissionner? Comment ça s'est fait? Donc, t'avais commencé le stand-up et à quel moment t'as dit stop, je démissionne et j'arrête totalement? En fait, je voyais que j'avais déjà beaucoup de temps libre après mon arrêt maladie. Et quand j'ai réussi à... En fait, j'ai vendu mon appartement que j'avais depuis quelques années pour pouvoir ouvrir le magasin. Quand j'ai vu la somme que je m'étais fixée dans ma tête pour ouvrir le magasin, le déclic, ça a été à partir de ça, c'est bon, let's go. Et tu fais toutes les démarches pour le faire. Et comment ont réagi, enfin, comment a réagi ta famille? Enfin, ils me soutiennent. Ma famille n'a pas fait d'études ni rien, donc je suis le seul à avoir le bac dans ma famille. C'était tellement une fierté pour eux que je sois prof. C'était pas dur pour eux, mon changement, mais ils se sont dit, ils m'ont dit, c'est quand même bien dommage, sans vraiment insister. Et puis quand ils ont vu que ça marchait vraiment, les friperies, ils m'ont dit, bon, bah, c'était votre décision, d'accord, tu vis bien, c'est très bien. C'est plus facile après, ouais. Et donc toi, tu as commencé d'abord par des showrooms et comment tu as choisi plutôt des showrooms que faire une friperie en ligne? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer un peu dans la seconde main et souvent ils se disent, ah, je vais peut-être commencer avec voilà une friperie en ligne. Comment ça s'est fait le choix pour toi? Alors, j'ai réussi à analyser le marché de la seconde main assez facilement. Enfin, ça m'a pris pas mal de temps, mais du coup, maintenant, je peux donner des conseils et je peux aiguiller en général ces personnes-là. Quand tu as une base d'abonnés et que tu as des gens qui peuvent venir voir les showrooms et que tu as pas mal de gens autour de toi qui veulent des nouvelles fringues, le showroom, c'est une bonne idée. Après, la friperie en ligne, alors déjà, je trouve que de mettre en ligne et enfin, tout le barda autour de la mise en ligne, c'est chiant. Enfin, pour moi, c'est long, c'est chiant et en vrai, c'est pas mon métier, hein. Mon taf, c'est de chercher des trésors et de les vendre. Tu vois, donc c'est pas même de les vendre, c'est la partie du métier que je déteste. Mais les chiner, tu vois, c'est mon taf. Et la mise en ligne, pour moi, c'est trop risqué et c'est très bien quand tu as une très 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 grosse base de gens qui te suivent. Et encore, j'ai pu remarquer qu'il y avait des gens qui avaient, enfin des magasins qui avaient 100, 150 000 abonnés et qui vendaient que la moitié de leur stock. Donc rentabilité pas non plus incroyable. C'est pour ça que je me suis dit la mise en ligne, c'est très bien quand tu as une très bonne base ou que tu vends vraiment que des produits où tu es hyper sûr quoi et que t'es pas cher du tout. Et en général, les friperies en ligne, bah, du coup, sont plus chers à juste titre et ça marche pas non plus de ouf. Voilà, donc c'est pour ça. Ouais, après, ce qu'il y a, c'est quand même qu'une friperie en ligne, c'est quand même beaucoup moins d'investissement. Donc, ça peut permettre, tu vois, bon, enfin, je te pose la question un petit peu à contre-courant, mais tu peux te dire, bon, je vais voir déjà si ça va marcher en ligne avant de faire des Oui, oui. investissements pour une En boutique. fait, pour moi, mon investissement, c'était d'abord d'avoir le contact des gens et de savoir exactement ce qu'ils recherchaient et comment est-ce que je pouvais conseiller. C'était ça mon investissement. Je trouvais que c'était un peu du bullshit d'ouvrir une friperie en ligne après avoir parlé de stand-up, après avoir parlé de mon métier de prof, et tout d'un coup, regardez mes affaires, voilà, achetez-les. Ça fait un peu, tu sais, vendeur de tapis. Moi, j'étais là, ok. En fait, j'ai développé une expertise au fil des années. Je vous en parle pas très souvent, mais je peux vous conseiller. Vous pouvez avoir des conseils gratuits et vous pouvez essayer tout ce que j'ai chiné et c'est un service que je vous propose en plus. Je trouvais que vendre en ligne comme ça, je veux pas que les gens se sentent attaqués s'ils entendent ça, mais ouais, je trouvais que ça faisait un petit peu vendeur de tapis direct, alors que je pense qu'il y a des manières plus efficaces pour avant d'ouvrir son magasin. Et ça, toi, tu penses que c'est bien de passer par des showrooms, peut-être, ça fait un petit peu, enfin, peut-être Moi, je chez trouve soi ou... l'idée de showroom, je la trouve trop cool.
J'aime bien, c'est un petit vide dressing, t'as juste à si tu une base d'abonnés, ça aide. Après, sinon, tu tractes, tu fais le nécessaire pour ramener du monde. Moi, je le faisais sur inscription et je faisais 25 personnes le samedi en général. Et j'ouvrais d'autres dates si c'était trop plein. Donc, en général, j'ouvrais d'autres dates. Et en tout, j'ai fait, je crois, 30 showrooms. Et ça m'a permis d'avoir un petit pécule pour le magasin. Donc pour moi, le showroom, c'est une bonne idée. Mais il faut avoir de pièces très fortes en showroom pour développer une clientèle. Donc il faut vraiment être un gros forceur de Chiner, quoi. Et ça, t'as fait ça pendant combien de temps à peu près? Oh, les showrooms, ça a été 5 mois. 5 mois avant de commencer mon projet. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, t'as ouvert d'abord ta première friperie. Donc, maintenant, t'en as deux, toutes les deux dans le 12e arrondissement. Comment ça s'est passé? Alors, j'imagine que c'était une consécration pour toi d'avoir ta première boutique. Comment t'as choisi le nom aussi? Alors, untucked et tucked. Du coup, alors tucked, ça veut dire embraillé et untucked, débraillé. Alors déjà, ça marchait bien pour l'idée de la fringue, mais c'est surtout que c'est un terme LGBTQIA+. Donc, c'était l'idée de mon copain, hein. Il m'a dit, bah en fait, il faut trouver un truc qui soit et lié aux fringues et lié au fait que tu veux créer une safe place pour les gens de ta communauté. Et en fait, donc tucked, en gros, c'est ce que les drag queens font quand elles montent sur scène. Elles tuck leurs parties génitales, en fait, tu vois, elles les cachent. Quand tu es un membre actif de la communauté, ou quand tu connais un petit peu tout ce qui se passe dans la communauté, tu sais ce que ça veut dire. Ou quand on te le dit, bah tu te sens un peu plus safe, quoi. Donc ça, c'est pour les noms. Donc untucked, débraillé. Ça, c'est quand tu sors de scène et du coup, c'est tranquille. La première friperie. Et tucked, ça a été embrayé du coup. Ça, c'est ce que tu fais pour monter sur scène. Et ça rentrait bien dans l'esprit de, on veut un truc un peu plus clean, plus sobre, plus luxe encore pour la deuxième. Et donc du coup, bah, tucked, ça marchait parfaitement. Les planètes s'étaient alignées, c'était parfait. Voilà. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais donc du coup, tu fais du luxe hyper accessible entre 45 et 120 euros. Donc c'est vraiment hyper accessible. Oui, donc je te laisse continuer sur comment tu t'es senti quand tu as ouvert ta première boutique. Comment est-ce que je me suis senti quand j'ai ouvert ma première boutique? En vrai, soulagé de ouf parce qu'on a fait pas mal de travaux et on a fait tout nous-mêmes. On n'a pris aucun contracteur, on n'a pris aucun, on n'a pris personne. On a tout fait nous-mêmes et c'était très fatigant. Déjà, le chinage était très fatigant parce que forcément, je me mettais une pression de dingue. La com aussi, j'étais dans un terrain un peu que je connaissais vaguement, pas très bien. Donc du coup, tout ça, c'était une période très stressante. Quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait la queue, je me suis dit bon, c'est bon, je l'ai fait. Déjà, tu vas pouvoir rembourser tes travaux aujourd'hui, c'est bon. Et du coup, ouais, ça a été un énorme soulagement, mais c'est une réponse assez classique, mais quand c'est arrivé, mais tu imagines même pas, je crois que j'ai pleuré le soir même, hein. Je suis une drama queen, mais le soir, j'étais en mode, putain, mais j'ai réussi à faire tant d'argent, j'ai réussi à ouvrir mon magasin, j'ai déjà une base de clientèle, mais la vie est très sympa avec moi. Et t'as mis combien de temps à faire tes travaux? On a mis 2 mois, donc c'est pas énorme, mais c'est parce que j'ai mis énormément la pression. Enfin, même j'étais Hmm. du matin au soir au magasin. Toutes mes équipes, enfin les gens qui étaient avec moi, enfin ils savaient qu'il y avait énormément de pression pour moi, que je quittais mon métier de prof et Ouais, que j'avais besoin que ça rentre maintenant, quoi. Et, ouais. T'as pas eu de et chômage non, quand t'es parce que parti? j'ai démissionné. Donc ça a Ouais, été ou ça casse, ou ouais, ça passe. ouais. Et t'as fait comment justement? Est-ce que t'as des conseils? Parce que beaucoup d'invités ont des ruptures conventionnelles et ont le chômage, donc c'est un peu la réponse classique. C'est assez rare d'avoir le témoignage de Ouais. quelqu'un qui n'a pas eu le chômage. Donc est-ce que t'as des conseils justement sur comment t'as fait toi? Une reconversion professionnelle, ça se prépare. En gros, j'ai toujours été du genre. Bon, c'est vrai que je suis assez généreux avec les gens autour de moi, donc je peux dépenser mon argent facilement, mais il faut toujours tout budgétiser en vrai. Et ma reconversion, je l'ai budgétisée. Je savais que je devais vendre mon appartement. En gros, ouais, j'avais un pécule pour vendre mon appartement, les showrooms, et je devais coffrer, et je m'étais gardé en gros 4 mois de loyer et 4 mois de paye pour être sûr que pendant ces 4 mois-là, je pouvais vraiment charbonner pour faire marcher ma boutique et pour me créer une sécurité. Et donc mon conseil, c'est si tu te lances,
c'est que tu arrives à le faire avec un pécule. Alors, moi, je suis très contre les prêts. Alors, je sais que c'est très rare quand tu ouvres ton entreprise et que tu prends pas de prêt. Et c'était un truc que je voulais vraiment, vraiment pas faire. Je vois, j'ai plein de potes qui ont pris des prêts, c'est très bien et tout. Ils ont peut-être entre 50 et 150 000 euros de prêts. Mais c'est juste que j'avais pas envie de me rajouter ça et c'était pas un stress que je voulais avoir. Parce que déjà, le monde de la friperie, c'est très, très fermé. Donc, je voulais pas avoir ce stress-là et me dire, bon, bah, si ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, ouais, coffrer. Il faut garder de l'argent de côté et se faire des objectifs. C'est hyper important. J'avais un carnet avec des objectifs et je notais en fait mon objectif financier. Voilà. Et ça a marché. Ouais, c'est génial en tout cas. En plus, ça a été assez rapide. Et toi, tu conseillerais de créer sa communauté en ligne avant d'ouvrir sa friperie? Si t'as pas un concept bien précis, moi j'ai eu de la chance que je suis passé par le stand-up pour aller ensuite sur la fripe. Donc j'ai quelques personnalités qui m'ont fait un peu décoller, des influenceurs, parce que je les connaissais de mes réseaux. À partir de ça, c'est plus facile. Donc j'ai une situation très particulière. Donc c'est bien de développer sa communauté avant, mais c'est très dur, très compliqué. Voilà. Donc, ils peuvent essayer. Après, les Insta peut être sponsorisé et peut ramener du monde. Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'investir pas mal de flouze là-dedans, euh, mais avec des produits absolument dingues que personne n'a. C'est hyper important, je pense, de se démarquer quand tu es une friperie, d'avoir des produits que personne n'a. Parce que c'est vrai que pour les auditeurs, donc tes comptes Instagram, c'est Tucket Friperie, je dis peut-être pas très bien, et Untucket Friperie, et t'as 12 000 et 17 000 abonnés sur les deux comptes, donc ouais, ce qui est énorme. Et donc, ça fait combien de temps que tu as lancé ta première friperie? En gros, je l'ai lancé avec les showrooms. Donc c'était il y a 2 ans et demi, je crois, T'as 2 ans et demi, ouais. Et la dernière, c'était l'été dernier, donc un peu plus de 6 mois, c'est ça? 9 mois. Ouais. Ouais, ça passe vite. Est-ce que tu as pour projet d'en ouvrir d'autres? Alors en gros, enfin, j'aimerais, j'aimerais le faire, mais j'arrive au maximum de mes capacités malheureusement. Je chine tout à la main dans mes friperies, j'ai pas de fournisseur, donc du coup comme on a en tout presque 200 mètres carrés à remplir, j'arrive pas à aller au-delà. Donc je suis au max. Comme j'ai un peu la phobie du porte-en-vide, du coup, ouais, je me concentre sur ces deux friperies pour l'instant. Je peut-être dans l'avenir, je ferai une association avec une pote ou une amie fripière ou peut-être. En tout cas, c'est des conversations qu'on a de temps en temps, mais c'est pas sur le papier là. Ouais. Ouais, parce que j'imagine que c'est dur aussi de te dire, bon, peut-être j'embauche, je forme quelqu'un, mais bon, t'as pas forcément envie de donner tes combines ou... Ouais. J'ai une vision de la friperie qui est très différente des autres fripiers, je pense. Je partage très facilement. Ouais. Parce que tu penses que c'est en plus un talent et qu'on... Moi, je suis très confiant dans ma sélection. Donc, du coup, c'est vrai que tout le monde peut avoir une sélection différente. Puis c'est de la seconde, on est des acteurs de la seconde main. On va pas non plus se tirer dans les pattes, ça sert à rien. Alors, je sais que beaucoup de friperies sont en mode concurrence de ouf, mais genre vraiment, ah ben c'est le chiffre. En Ah gros, c'est ouais? le chiffre. Je suis tellement amoureux du vêtement que Ouais. je vais pas te dire que je m'en fous du chiffre. Je m'en fous pas du chiffre. C'est important pour moi, pour mes équipes, de les mettre bien, de avoir une situation confortable de mon Mm. côté, même si comme je travaille tout le temps, j'en profite pas forcément. Du coup, quand tu es amoureux du vêtement et que tu vois qu'il y en a d'autres qui sont amoureux du vêtement, je vois pas pourquoi est-ce que tu donnerais pas tes tips. Moi, en général, j'ai eu au moins une quinzaine de friperies qui voulaient ouvrir leur friperie, qui m'ont appelé. On a eu des calls de 1 heure pour leur donner tous mes tips, en fait. Je m'en fous, let's go, vas-y, hein, je te donne tout ce qui est... On est... Et c'est pas parce que je suis en mode je suis le meilleur, enfin, c'est pas ça, en fait, le truc. C'est que je suis en mode, bah, pourquoi pas se soutenir? J'aurais bien aimé qu'au début, quelqu'un me dise, bon, ben, tu fais ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et que quelqu'un me dise honnêtement quand c'est claqué, en fait, ce que je fais. Le problème, c'est que, Ouais. en général, quand t'es fripier et que t'aimes la sape, tu restes souvent ancré dans un truc
et tu parfois du mal à être aiguillé. Donc c'est bien quand quelqu'un te dit bon bah là tu vois c'est pas très quali, ça donne pas envie de l'acheter ton truc, c'est pas ouf quoi. Et comme je suis Ouais. assez direct, bah, c'est un truc que je peux donner aux friperies en général. Tu penses que le milieu il est déjà un peu saturé sur Moi je Paris? pense qu'il est jamais saturé. Non, je pense que ça dépend des fripiers et des fripières. Parce que tu as l'air de dire qu'il y a beaucoup de concurrence, de voilà, pas forcément une super ambiance. Donc je me demandais à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû justement où ça commence à être déjà un peu saturé? Bah, c'est dû au fait que il y en ait beaucoup, ça c'est clair. On est 350 friperies à Paris. Mais en soi, quand tu penses aux chiffres, c'est pas forcément beaucoup. Il doit y avoir 2000 magasins de fast fashion. Une de mes employées qui est venue qui m'a dit oh il y a quelqu'un qui va ouvrir une friperie dans la rue, putain je suis deg. Et moi j'étais en mode mais c'est trop bien. C'est très bien que quelqu'un, une autre friperie ouvre dans la rue. S'ils trouvent pas chez nous, bah du coup ils seront pas dégoûtés, ils vont revenir là-bas. C'est trop bien. Moi Hmm. je suis vraiment pas en mode ah ben ils ont des meilleurs produits que moi, ils sont moins chers, ils sont plus chers. Tu sais quand il y a des gens qui viennent chez moi et qui me démontent les autres friperies parce qu'on est moins cher, je suis en mode mais vraiment les Ouais. gars, tout le monde a des prix différents, tout le monde négocie différemment. Puis vous avez un produit qui sera forcément moins cher que le neuf. Donc, dans tous les cas, c'est pro bono, quoi. Après, c'est toi qui vois, mais en tout cas, de démonter les autres friperies, ça marche pas avec moi. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est devenu super tendance les friperies. Bon, alors, t'en parlais un petit peu, tu disais que toi, t'avais commencé au tout début, voilà, quand personne n'en parlait. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment à la mode. C'est devenu super tendance de dire, moi, je m'habille plus qu'en friperie. Voilà, c'est vraiment un signe ouais, c'est tendance, j'ai envie de dire. Comment tu l'expliques, toi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un engagement écologique? Est-ce que c'est, voilà, une mode? Comment tu expliques cet Je pense engouement que pour c'est les friperies? un mix de tout, en vrai. Il y a, c'est de l'en- je vais être très honnête et très transparent avec toi parce qu'il y a beaucoup de friperies qui font beaucoup de bullshit autour de l'écologie. Et moi, c'était pas mon but premier. En gros, moi, c'était la SAP et rendre la SAP accessible. J'aime trop l'idée de trouver un trésor et de se dire que tu vas pouvoir le porter très souvent à un prix qui défie toute concurrence. Ça, c'est un kiff, je sais pas, personnel pour moi. Après est venue la dimension écologique pour moi, où je me suis dit, c'est en réalisant le nombre de fringues que je vendais et ce que je vendais, je me suis dit, en fait, ouais, tu gères pas mal à ce niveau-là. C'est cool. Et pour les gens en général, en vrai, enfin, ils vont pas rentrer dans une friperie, ils vont pas se dire je suis écolo, c'est génial, c'est incroyable. Non, ils vont rentrer et ils vont vouloir de la SAP et ensuite ils vont se dire j'ai fait une bonne action. Donc le premier but en fait, c'est d'avoir de la SAP plus abordable, qu'elle soit sélectionnée ou pas sélectionnée, qu'il faille fouiller ou qu'il faille pas fouiller. C'est juste d'avoir une SAP plus abordable et plus originale aussi. Pour toi, tu penses que ça a décollé à quel moment et pourquoi les friperies? Pourquoi est-ce que ça a décollé les friperies je pense que c'était un ras-le-bol général. Parce que si je prends de mon expérience perso, quand je m'habillais, parce qu'avant ça pouvait m'arriver de m'habiller en fast fashion en plus de la fripe, je me rendais compte que mes pièces de fast fashion ne tenaient absolument jamais. J'en avais ras-le-bol quoi. Mm. Donc je cherchais de plus en plus de friperies. Et puis quand les médias ont commencé à s'y intéresser, ça a aidé un petit peu quoi. Ça a fait un petit peu, mais je pense ouais ras-le-bol général, les Ouïghours, tous les problèmes liés à la fast fashion. Il fallait une alternative, l'alternative a été là. Et pour toi, ce qui marche vraiment, du coup, c'est le luxe en seconde main, ou aussi tu as toutes les pièces, parce que parfois on voit aussi de la fast fashion Pas chez moi. en seconde main. Pas chez toi, c'est sûr, parce que comme on l'a dit, donc c'est que des pièces de luxe. Non, en Euh, gros, on a une sélection à 12 et 18, donc c'est 80% du magasin en vrai. Donc c'est une belle sélection qui est abordable, qui est pas forcément. Et puis on a la sélection de luxe. Moi, je pense que je suis fan du luxe en général, tu vois. Donc j'aime l'idée d'avoir une pièce de luxe qui a été faite par une grande maison, qui a une histoire et qui peut être abordable. Donc ça, c'est un gros kiff pour moi. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça aussi. Donc je propose ça. Mais il y a genre 60 vêtements, tu vois. Donc c'est pas. et ta sélection à 12 et 18, c'est quel type de pièces? Alors, 12 et 18, c'est
toutes les pièces, en général. C'est toujours vintage, dans tous les cas. Dans les 2 magasins, c'est un peu différent. Donc, à Untucked, du coup, la première boutique, c'est un peu plus années 80, 90, 2000. Et Tucked, c'est un peu plus intemporel, ça reste un peu plus sur on se focalise énormément sur la matière, sur la coupe et le 70s du coup. Ça peut être aussi des choses assez nouvelles. En vrai, c'est tout ce qui me fait kiffer, quoi. Tout ce que je trouve très beau, avec une matière noble, une belle marque et une belle histoire. C'est vraiment, c'est vrai que ça peut. Parfois, quand tu regardes la sélection, tu te dis, mais ça passe vraiment du coq à l'âne assez rapidement. J'aime pas trop m'ancrer dans un. C'est un peu comme l'univers des drag queens. Ouais, il y a des drag queens qui aiment bien dire, ben, je suis une comedy queen, je suis une look queen, ou je suis tout, tu vois. Moi, j'ai un peu l'impression que je vends du 80, du 90, du 2000, parce que je trouve ça, quand je regarde des photos, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Donc, je vais plus là-dedans, mais de manière quali, quoi. J'essaye de le rendre quali. Et alors, comment se passe ton quotidien? Donc, alors, tu partages justement sur Instagram le fait que toi, tu chines aux quatre coins de la France. Comment ça se passe pour toi, justement, un peu Alors, ton mon quotidien? quotidien, en vrai, c'est très gratifiant. C'est génial ce que je fais. J'ai un métier de dingue. En ce moment, je suis un peu entre deux parce que c'est très fatigant. Je suis fatigué. Je, je dis toujours que je travaille 70 heures par semaine parce que c'est le cap, c'est ce que je dis aux gens, mais ça m'arrive de travailler, ça m'est déjà arrivé de travailler 80 heures. Je travaille vraiment beaucoup pour mes friperies. Je suis très perfectionniste, donc c'est assez compliqué. Si j'ai un micro reproche, ça me met dans un état vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait le pire taf au monde. Je suis très perfectionniste. Et du coup, ouais, mon quotidien, c'est de conduire tout le temps, d'aller chercher ou soit des colis, ou soit de faire du porte-à-porte, ou soit de regarder sur le Bon Coin, de regarder sur plein de plateformes, ou soit des vides-greniers, ou soit je vais chercher du stock dans le sud. Voilà, c'est ça mon quotidien. Je me fais mon emploi du temps de recherche, et les réseaux aussi, c'est moi qui les gère, donc c'est assez prenant aussi. Et comment ça se passe? T'es pas trop envahi dans ton On va appartement pas tourner la caméra. Euh, En vrai, c'est ouf parce qu'on a eu cette conversation hier avec mon fiancé. On trouve de plus en plus des solutions par rapport on vit dans une maison, nous. Donc, on a 100 mètres carrés, plus un garage, plus un autre garage. Donc, en soi, on a plus un sous-sol à Tuct, mais c'est jamais assez en vrai. Je chine tout le temps et je prends tout le temps de l'avance. Je veux jamais que le portant soit vide. C'est impossible pour moi. C'est une phobie. Je chine tout le temps, donc il faut toujours avoir de l'espace. Là, quand tu rentres chez moi, en gros, il y a pas mal il y a toute une entrée avec tout un stock. C'est le stock de roulement, en fait, ce qu'on doit rapporter en boutique. Et après, le reste, on le rapporte en boutique directement ou en garage pour les saisons précises, quoi. Et alors, comment tu t'organises? T'as combien d'employés? Alors, Avec combien de personnes tu j'ai travailles? 3 employés et on travaille tous les 2 avec Geoffrey à la boutique. Alors moi, je suis pratiquement jamais à la boutique. Lui, il est pratiquement tout le temps. Je suis un piètre manager, donc c'est Geoffrey qui gère. Ça serait quoi ton plus grand rêve? Donc là, ça fait seulement 2 ans, donc c'est incroyable tout ce que tu as accompli en 2 ans. Voilà, si tu pouvais dire ton plus grand rêve pour tes friperies, comment En tu vrai, vois j'ai juste l'avenir? un goal. Là, c'est le goal que je veux atteindre. Je veux avoir un feature dans Vogue. C'est après, ouais, Tu vois, de toi ou ta boutique, c'est quoi je que m'en tu fiche. imagines? Je veux juste pouvoir l'encadrer en fait. C'est un gros flex. Je veux juste pouvoir l'encadrer. Après, pour les goals pour la boutique, en vrai, je t'avoue, on les atteint. Les gens viennent, ils achètent, on a de très très bons retours, c'est dingue. Mais en même temps, on travaille tout le temps pour qu'on ait ces retours-là, donc. Mais du coup, j'ai pas forcément de rêve pour la boutique. À part avoir un feature dans Vogue, c'est.
c'est ça mon rêve, quoi. Même c'est une période, mars, c'est une période hyper creuse et ça marche plutôt bien pour nous, donc on est content, quoi. C'est, je touche du bois. En tout cas, je suis content. Là, je suis en plein rêve, on va dire. Mon rêve pour les boutiques, ça serait d'avoir du temps pour moi. Ouais. Bon, le futur d'Envoque va arriver, c'est sûr. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussie, c'est une reconversion qui permet d'avoir plus que ce que tu avais avant. Ouais. Pas de bullshit, let's go, allez, droit au but. Il faut que tu te sentes mieux quand tu rentres chez toi le soir. Il faut que tu aies plus d'argent. Il faut que tu te sentes plus épanoui. Il faut qu'il y ait, ouais, il faut qu'il y ait plus que de moins. Moi, par exemple, j'ai 2 fois moins de temps qu'avant, mais tout le reste, c'est du plus. C'est plus gratifiant. Je suis encore plus connecté avec mon fiancé. J'ai plus d'argent. J'ai tout en plus là. Je suis dans le plus là. Je suis dans une bonne reconversion. Merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage. Donc je mettrai les liens de tes réseaux sociaux pour que les abonnés puissent aller découvrir tes friperies. Et on va aussi donner les adresses pour les auditeurs parisiens. Donc il y a Untucked au 94 boulevard Poniatowski dans le 12e et Tucked au 80 rue Claude Descahan dans le 12e aussi. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.